Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi pour tenter d'en parler, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé du haut de la tribune des Nations Unies. Le président de la République a donné la position de la RDC, non seulement la RDC mais aussi de l'Union africaine. Juste après, il a accordé une interview à nos confrères de la VOA. On en parle, on va donc décortiquer, décrypter le séjour de M. Tshisekedi dans l'Est. Qu'est-ce que c'est dit aux États-Unis d'Amérique. L'actualité, c'est aussi les blocages qui continuent au niveau de l'Assemblée nationale quant à la question du chef de la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs autres questions d'actualité sont également abordées dans cette émission. Un invité avec nous sur ce plateau, M. Sélé Kanangila. M. Kanangila, bonjour. Bonjour Perrault, Loira, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, vous avez pensé à moi, j'en suis flatté. Je remercie vos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, qui nous appellent ou nous écrivent à tout moment qu'on a la chance de passer ici. Nous osons croire que nous serons à la hauteur de leurs attentes pour que la nation gagne. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai que ça fait quand même longtemps, mais tu sais qu'ici, c'est bien chez toi. Tu es journaliste, ancien journaliste, Sélé Kanangila. Maintenant, c'est la politique qui t'intéresse maintenant. Excuse-moi d'être tutoyé. Non, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas ancien journaliste. Je suis journaliste. Je serai journaliste jusqu'à la mort. Mais là, tu pratiques plus? Bien sûr, je pratique. Peut-être que vous n'avez pas d'informations. J'écris pour Casse-Info, j'écris pour beaucoup de sites aussi, mais seulement je ne fais plus de la presse audiovisuelle. Ah, ok. Je ne fais plus de la presse audiovisuelle. D'accord, d'accord. Mais journaliste, on sent quand même qu'il y a des schismes aujourd'hui au sein de la profession. Hein. Il y a des problèmes. Toi-même, on sait que tu es tshisekédiste, tu défends M. Félix Antoine Tshisekedi. Comment tu juges l'exercice de métier des journalistes à l'heure où nous parlons Alors, dans le pays? Il faut dire qu'il se passe des choses pas très bonnes dans la corporation, parce que les gens qui étaient censés prêcher par l'exemple, les gens qui étaient censés se comporter comme papa, parce que animateur de la corporation ne se comporte pas comme ça, il se comporte plutôt comme des militants, comme des gens qui défendent les idéaux portés par un camp politique. Et de ce fait, tous les autres journalistes qui voient les choses pas de leur manière sont pris pour je vais dire adversaires, au point que même si un problème leur arrivait, les gens qui sont censés les protéger, qui sont censés les accompagner, je parle ici des animateurs de l'UNPC, ne sont pas là. Non, mais quand les animateurs vous disent qu'arrêtez d'être des militants, c'est ça le péché. Non, mais on sait aujourd'hui que quand on voit le visage de Sélé Kanangila, c'est pour prêcher Tshisekedi. C'est pour prêcher Tshisekedi. La neutralité, l'objectivité journalistique, vous n'avez plus. Vous tous, vous êtes devenus des laudateurs, des défendeurs, des djalélistes, tels les faoulistes, tels les tshisekédistes. Et quand on vous rappelle ça, vous dites que ce n'est pas normal qu'on vous les rappelle. Non, mais vous savez que défendre les idéaux portés par un homme politique, par un camp politique, est une réalité mondiale. Perrault Loira, vous avez plus d'une fois voyagé, vous êtes arrivé dans d'autres pays. Aujourd'hui, quand vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous avez les journalistes qui sont des gauches, vous avez des journalistes des droites. Ça, c'est pas un problème. Le problème ici, ce qui fait mal ici, c'est que les gens... Il faut quand même pas les militantismes. Non, mais attends. Et les djalélos comme on les fait, comme vous les faites ici. Laissez-moi y aller. Non. Ici, nous, on ne fait pas ce que vous appelez les djalélos. Non. Ici, nous sommes dans la réalité des choses. J'ai dit ici que les gens qui étaient censés prêcher par l'exemple, qui étaient censés prêcher, protéger tout le monde, ont opté pour un camp et ils sont prêts à accompagner les gens qui voient les choses comme eux dans ces camps-là. Et nous autres qui pensons voir les choses pas comme eux, nous sommes
considérés comme des gens à abattre. C'est même l'essence de la précipitation, de l'invitation qui a été envoyée récemment à M. Bossembe par des gens qui avaient mis en place une machine parce que leur objectif principal, ce n'est pas de reprocher les choses à Bossembe. Bossembe n'était qu'un peut-être un premier cas, mais ils sont dans une dynamique, ils sont dans une logique de fermer les bouches, je parle des bouches au pluriel, de tous les journalistes, de tous les analystes qui pensent que le président Tshisekedi est sur la bonne voie, qui pensent que les efforts qu'il fournit pour le développement du Congo doivent être vendus, doivent être expliqués aux Congolais. Et donc, c'est ça le problème. Vous allez nous demander à nous d'arrêter le militantisme alors que vous-même, vous êtes militant. Moi, j'ai toujours dit, peut-être que ce n'était pas ici, que s'il y a une personne par laquelle le militantisme est entré dans la corporation, cette personne s'appelle M. Kassamba. Et donc, si M. Jean-Marie Kassamba. Bien sûr. Et que si M. Gabi, qui anime aujourd'hui l'UNPC national, est courageux, là j'ai fait allusion à son communiqué, il doit convoquer toute la presse au stade de martyr, ravir la carte de Kassamba, la brûler, parce que c'est par lui que le militantisme est entré dans la corporation. Ça, c'est un secret des polichinelles, c'est connu de tous que M. Kassamba est un kabiliste. Pas plus tard qu'il y a une 2 semaines, je l'ai vu enseigner le kabilisme lors d'un séminaire organisé par le PPRD. Et donc, je ne sais pas si nous avons des leçons à recevoir de ces messieurs-là. Je ne pense pas. Donc il faut qu'il vous laisse faire ce que vous faites. Non, j'ai dit je ne pense pas, je ne sais pas si nous avons, je vous ai donné les faits. Maintenant, je me pose la question si réellement nous avons des leçons à recevoir de ce monsieur-là. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de lui. Nous allons faire notre travail. Nous connaissons la déontologie, nous savons ce que nous faisons. Mais par rapport au militantisme, nous on ne fait pas du militantisme. Nous sommes seulement résolus de dire aux Congolais ce que le président Tshisekedi fait de bien, les efforts qu'il arrive à fournir. Est-ce que dire aux Congolais que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons des réserves d'échange qui sont allées jusqu'au-delà des 3 milliards, signifie faire l'apologie de Tshisekedi? Non. Non, nous disons aux Congolais ce qu'il fait de bon, parce que vous savez que les autres institutions qui pouvaient nous aider avaient posé des problèmes, avaient posé des conditions. Pour qu'on reprenne le partenariat, il faut la bonne gouvernance. Donc si ces institutions sont revenues, c'est qu'elles se sont rassurées qu'il y a bonne gouvernance maintenant. Est-ce que dire ça aux Congolais signifie faire l'apologie de Tshisekedi? Absolument pas. Mais parce qu'en face, vous avez des journalistes aujourd'hui proches du PPRD, proches des Katumbi, qui se sont regroupés dans ce que vous appelez UNPC, qui pensent que, bien sûr... L'UNPC est devenu une structure de journalistes à Katumbi, c'est PPRD. La plupart des animateurs de l'UNPC, ils sont avec Katumbi, ils sont avec Kabila, c'est un secret des polichinelles. Alors aujourd'hui... Gabi qui est président, je ne le connais pas Katumbi, je ne le connais pas Tshisekedi. Monsieur, moi j'ai déjà partagé plus d'une fois les plateaux avec M. Gabi, je sais qu'il défend les idéaux portés par un camp politique. C'est le secret des polichinelles. M. Kaboul, qui est président de la commission qui a assuré l'intérim, parce que Joël Kadé a repris son poste, qui a assuré l'intérim, était candidat pour les comptes d'un parti politique du FCC, était candidat député national. Qui ne le sait pas? Il était candidat député national. Et donc, quand vous regardez ne fût-ce que la configuration là, vous pouvez vous faire l'idée de ce qui se passe réellement. Ce qui s'est passé quoi? C'est que les gens se sont ligués, les gens se sont mis ensemble parce que ils ne supportent pas un autre son de cloche, un son de cloche qui vient de nous. Alors, ils veulent se servir de leur costume d'animateur de l'UNPC pour nous faire taire. C'est ça la véritable motivation, c'est ça le combat. Et nous l'avons compris de par l'acharnement, de par la vitesse avec laquelle les gens ont voulu instruire les dossiers Bossembe ici. Non, mais Bossembe a quand même dit que Kabila était une... Bossembe n'a jamais dit ça, Perrault. J'ai suivi cette émission plus d'une fois. Bossembe répond à une question du présentateur. Mais s'il n'a pas dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce un péché que pour le tribunal des PR de convoquer un journaliste? Pourquoi vous faites des cas-là un problème? Vous vous attaquez à Jean-Marie Kassamba, vous vous attaquez à vos propres confrères, vous vous attaquez à l'UNPC. S'il vous plaît, Perrault Louara, ce n'est pas un péché pour l'UNPC de convoquer un journaliste. Mais avant de convoquer un journaliste, l'UNPC doit se rassurer qu'elle le fait dans le respect des normes. Parce que je vous fais comprendre que quand nous sommes arrivés, par exemple, à l'audience avec Bossembe, l'avocat a soulevé une exception selon laquelle l'invitation destinée, envoyée à Bossembe, n'avait pas respecté, avait violé les statuts de l'UNPC. Alors que ce sont les animateurs de l'UNPC eux-mêmes qui ont communiqué, qui ont accordé les délais, on va radier et tout ça. Et tout ça dans la violation grave des statuts de l'UNPC. Les non-dits de ces discours, c'est quoi? C'est que les gens avaient déjà une décision. C'est que les gens jouaient déjà quelque chose. Ils ont voulu se servir d'un prétexte
qui ne tiennent pas la route pour passer à l'action. Malheureusement, ils ont été pris dans leur propre piège. Et donc, c'est comme ça que nous, on dit, nous avons décidé de dire aux Congolais que Tshisekedi est mieux que Kabila, et nous avons les éléments, nous avons les faits. Donc vous, ça ne vous choque pas que là, la profession vive aujourd'hui de manière clivée? Ça ne vous dérange pas que nous ayons des gars comme Joël Cadet qui prend les histoires de la coopération, amène devant les cours et tribunaux, devant un TGI, et j'ai même vu quelque part où il disait qu'il va amener Kaboulou en pénal pour dol. Ça ne vous embête pas de voir cette bouillabaisse qui règne aujourd'hui au niveau de la coopération? Ça doit gêner toutes les bonnes consciences, ça doit gêner toutes les bonnes foi, ça gêne, Perrault. Mais la question de savoir pourquoi on en est là, c'est ça la principale question. Je veux dire que nous en sommes là parce que les animateurs qui étaient censés protéger la profession, protéger la corporation, eux ont mis leur costume d'acteurs politiques pour régler des comptes à d'autres journalistes qui ne voient pas les choses comme eux. C'est ça le problème. Quand vous prenez le cas Bossembe, on dit de Bossembe qu'il a traité quelqu'un de salité. Je ne vais pas reprendre fidèlement ce qui a été dit ici. Mais à côté et sur les plateaux du président provincial de l'UNPC, il y a un journaliste qui traite les gens des voyous, des médiocres, des incompétents, des idiots. Il est sur les plateaux du président de l'UNPC. Et lui, on ne peut pas l'interpeller. Lui, on ne peut pas lui poser la question. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? C'est là que nous disons non, non. Ça doit être une machine mise en place parce on veut faire taire tous les gens qui disent à la population que Tshisekedi vous aime, voici ce qu'il est en mesure de faire pour vous. Politiser les combats des journalistes, mais comment on va Tshisekedi? Non, mais c'est pas, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que, Perrault, vous savez, Bossembe était juste la première cible. Je sais que sur la liste, mon nom était là, je crois qu'il est encore là, mon nom. Il y a les noms d'autres journalistes, les Sako, on a pu quand même avoir cette liste-là. Et donc, nous n'avons pas peur. Nous allons faire les choses dans le respect de l'art. Ben, si quelqu'un est fort, qu'il nous affronte des faces au lieu de passer par personne interposée. Ça, c'est Jean-Marie Kassamamto, visuel. Donc, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Hein? Donc, après, après s'être payé la tête de Kaboulou avec l'arrêt rendu par le TGI, vous allez maintenant attaquer Jean-Marie Kassamamto. Vous dites qu'il ne mérite pas sa place, il ne doit pas être président de l'UNPC. Moi, j'ai toujours dit, M. Kassamba ne mérite pas d'être président de journalistes à Kinshasa. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lui-même, il a une position politique, il a une couleur politique. Il lui sera impossible de traiter de la même façon les autres journalistes qui ne voient pas les choses comme lui. Mais Cadet que vous envoyez là-bas à la commission de l'UNPC, on sait que c'est un Tshisekedi, non? Non, regardez. Vous pensez que Cadet, Joël Cadet, lui, sera impartial? C'est là la différence. Et Kassamba, lui, ne le sera pas. Non, c'est là la différence. Il faut savoir quand est-ce que vous agissez comme président de tous les journalistes et quand est-ce que vous agissez comme quelqu'un qui défend, qui appartient à un camp politique. Lui, Cadet, là, il travaille avec Kaboun. S'il vous plaît. Il travaille avec Jean-Marc Kaboun. S'il vous plaît, c'est pas pour la première fois que Cadet va là-bas. Ah, bah, c'est pas pour la première fois qu'il va là-bas. Mais est-ce que tous les temps que Cadet était là-bas, est-ce que tous les temps, s'il vous plaît, tous les temps que Cadet était là-bas, vous n'avez jamais assisté aux choses aussi banales comme celles auxquelles nous assistons aujourd'hui. On a assisté à l'enlèvement de Pius Romain Roland, alors qu'il était convoqué par la commission de discipline. S'il vous plaît, ça signifie, Pius Romain, il y avait une plainte. On l'a arrêté au sortir d'une audience là-bas. Et beaucoup ont estimé qu'il a été trahi par les confrères au niveau de la commission de discipline là-bas. Mais cela n'a pas empêché Akadé, tout comme aux autres journalistes, de s'élever pour dire à ces députés qu'ils n'avaient aucun droit de traduire, d'amener au pénal Pius Romain. Nous nous sommes battus, vous et moi, vous le savez bien, et jusqu'à obtenir la libération de M. Pius. Et donc, pour nous, l'UNPC, les animateurs de l'UNPC ont décidé, ils ont mis en place une machine, ils ont créé un laboratoire pour nous fermer, pour fermer les bouches de tous les journalistes qui soutiennent les actions du président de la République. C'est comme ça que nous avions conclu cette action entamée contre Bossembe et qui pourra être entamée contre d'autres journalistes. De toutes les façons, on ne sera pas surpris. Nous sommes suffisamment préparés pour faire face. Alors, on va parler politique. Vous le savez, le président de la République s'est adressé au monde comme président de l'Union africaine, mais aussi comme président de la République démocratique du Congo sur la tribune des Nations Unies. Comment avez-vous jugé le discours du président à l'Assemblée générale des Nations Unies? Bon, je crois que je vais parler de deux choses à la fois parce que
Ce que le président a dit à l'ONU, il a répété lors d'une émission à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. J'ai même trouvé qu'il a été plus explicatif lors de l'émission que lors de son adresse à l'ONU. Bon, j'ai trouvé un président calme, j'ai trouvé un président cohérent, j'ai trouvé un président qui avait l'information et la vraie. J'ai trouvé un président qui avait les chiffres, qui avait les statistiques, qui savait dans quel océan il nageait. J'ai trouvé un président qui a la maîtrise totale de la situation de son pays et même de l'Afrique. J'ai trouvé un président qui a... je vais dire, qui a été posé, qui a ramassé presque toutes les questions qui font débat ici. Et donc, pour dire bref, je trouve que c'était une sortie médiatique réussie pour le président de la République. Vous parlez de l'interview qu'il a accordée à nos confrères de la VOA. On va justement en parler. Comment expliquez-vous que le président de la République nous dise que l'état des sièges va rester aussi longtemps que la situation ne changera pas? Tout le monde sait que l'état des sièges est une situation exceptionnelle. Mais notre président, 5 mois après avoir lancé l'état des sièges, il nous explique que cet état-là restera. Donc, M. Tshisekedi veut installer l'état des sièges indéfiniment au niveau de la République. Je ne sais pas, c'est peut-être votre compréhension, Sepel. Moi, je pense qu'avant de répondre à cette question, répondons d'abord à celle de savoir pourquoi l'état des sièges a été décrété. Ça, c'est très important. L'état des sièges a été décrété parce que dans une partie de la République démocratique du Congo, les gens meurent ou mouraient comme les animaux parce que la situation a un peu changé maintenant, même si je suis d'accord qu'il faut redoubler d'ardeur pour y mettre définitivement fin. Et donc, avant que l'état des sièges ne soit décrété dans cette partie du pays, il y a d'autres mesures qui ont été prises. Il y a eu des négociations, il y a eu des dialogues, il y a eu franchement, il y a eu beaucoup d'options qui ont été levées. On a compris que la situation était restée presque la même. Maintenant, il fallait penser à une autre mesure. Vous l'avez qualifiée d'exceptionnelle, effectivement, une mesure exceptionnelle prise dans un contexte aussi exceptionnel. Mais le contexte pour lequel la mesure a été prise n'a pas changé. C'est vrai, aujourd'hui, l'ennemi est en train de faire un pas en arrière, mais il n'a pas dit son dernier mot. Et donc, je pense que nous devons rester vigilants. C'est ça la démarche du président de la République, parce que vous avez vu, lorsqu'on a lancé, on a décrété l'état des sièges, vous avez vu que l'ennemi avait pris toutes les dispositions pour saboter cette mesure. Mais il a réalisé qu'il ne pesait pas face à la puissance de FARDC, face aux dispositions sécuritaires qui ont été prises, doublées, voire triplées pour les contraindre. Et aujourd'hui, il est en train de faire un pas en arrière. Mais on ne sait pas exactement c'est à quoi il est en train de jouer cette année. Donc on peut avoir un état de siège de 2 ans, de 3 ans. Non, on n'a pas dit qu'on aura un état de siège de 2 ans ou de 3 ans. Le président de la non, il a dit aussi longtemps qu'il a raison. Bien sûr, mais les raisons, nous les connaissons nous tous. C'est comme ça que je vais vous parler. Et si ces raisons-là perdurent pendant 2 ans, M. Tshisekedi va nous faire maintenir dans cet état d'exception. Ces raisons ne vont pas durer pendant 2 ans, d'autant plus que chaque jour qui passe, il y a des ennemis qui sont neutralisés, il y a des villages qui sont conquis, il y a des voies qui autrefois fermées ont été réouvertes. Ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Mais une fois que les contextes changera, je ne veux pas dire à 100%, même à 90%, eh bien, il y aura moyen de s'asseoir encore, voir s'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, qu'on ne va peut-être pas appeler état des sièges. Notre souci principal, c'est que la paix la plus totale puisse être rétablie dans cette partie du pays. Mais l'argent, les efforts, la volonté, l'engagement, la détermination sont là. Et le président Tshisekedi sait que la paix dans cette partie du pays fait partie de ces grandes promesses électorales. Et je pense qu'il est l'homme le plus soucieux de ce qui se passe dans cette partie du pays. Mais 5 mois après la mise en place de l'état des sièges, est-ce que vous pensez qu'on avance? Parce qu'on continue à on a avancé, on a beaucoup avancé. On suit les infos ici, les coupeurs de route, il y en a toujours. Il n'y a pas longtemps ici, un convoi d'une dizaine de véhicules avait été brûlé, des personnes enlevées, des villages sont toujours attaqués. L'état des sièges, pour gagner quoi?
on les prolonge, ça pour autant l'évaluer concrètement et dire aux Congolais où en somme, quel est le bilan que vous tirez de l'état des sièges? Alors, vous entendre, vous me donnez l'impression que les terrorismes est une réalité congolaise. Absolument pas, c'est une réalité mondiale, vous le savez. Les terroristes ont tué en plein Paris, dans un stade où le président de la République était en train de regarder un match. Je suppose que ce soir-là, c'était le lieu le plus sécurisé de la France. Les terroristes ont tué là-bas. Ils l'ont même qualifié d'un lâche. Ils ont qualifié le président de la République d'un lâche. Le procès a été ouvert, je crois, il y a 3-4 jours. Ça signifie que le terrorisme aujourd'hui est une question, est une réalité mondiale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces gens, ils ont le même objectif, mais ils changent un peu leur façon de faire, leur mode opératoire, selon qu'ils sont dans un pays, dans un territoire ou dans une province quelconque. Ça, c'est le problème. Alors, maintenant, moi, ce qui s'est passé ne m'a pas surpris, dans la mesure où, attends, les ADF, ce ne sont pas vos femmes, ou quand vous décrétez l'état des sièges, ils partent tous, ils fuient, ils vont... Non, non, ces gens ont des intérêts et nous avons affaire à une guerre asymétrique, vous le savez. Et donc, pour moi, c'était l'expression du mécontentement, l'expression, l'aveu je veux dire, de faiblesse. C'est quelqu'un qui s'est vu en train de perdre ses différents intérêts. Et donc, c'est normal. Moi, je trouve ça normal qu'ils agissent un peu comme ils ont agi. Parlé du bilan, les bilans. Le bilan, je vous ai dit qu'en mon sens, il est positif. Dans la mesure où aujourd'hui, il y a des coins où on ne pouvait pas, où il n'y avait même plus l'autorité d'État. On a réussi à établir l'autorité d'État. C'est une 50aine de villages récupérés. Péro Laura, vous êtes journaliste informé, vous le savez. C'est beaucoup de réductions. Je ne vais pas ici revenir sur le nom parce que j'ai suivi une autorité militaire qui m'a dit, je l'ai eu hier matin, il m'a dit qu'ils ne veulent pas communiquer exactement sur ce qu'ils font des ADF, qu'ils arrivent à réduire. Il m'a dit que c'est une stratégie militaire. Ils vont communiquer le moment venu. Mais chaque jour qui passe, il y a des groupes qui sont réduits, il y a des villages qui sont repris, il y a de voies qui étaient bloquées, qui ont été ouvertes ou réouvertes, si vous voulez. Et donc, pour moi, l'état des sièges est une mesure salvatrice dans la mesure où elle pourra permettre à nos compatriotes de vivre dans la paix la plus totale. Maintenant, je comprends certains Congolais qui disent, par exemple, que comment pendant l'état des sièges on peut tuer, moi je comprends. Et dans ça, moi je ne comprends pas une façon de ne pas soutenir ou accepter l'état des sièges. C'est peut-être les gens qui expriment les soucis pour eux de voir la paix redevenir totalement dans cette partie du pays. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui aime le pays, qui aime ses compatriotes, qui est prêt à tout donner pour que la paix soit rétablie, parce que sans paix, aucun pays ne peut se développer au monde. Toujours dans cette interview, le président de la République, parlant de la loi sur la congolité, coupe en paix l'herbe sous le pied de M. Noël Tiani, qui a fait un tweet assez salé ce matin contre même le président Tshisekedi. Vous, je vous ai suivi défendant la loi Noël Tiani. Vous avez estimé que c'était une bonne loi, vous avez estimé que ça protégerait. Vous êtes parmi les déçus de la dernière sortie de M. Tshisekedi sur cette question-là? Absolument pas. Je ne suis pas déçu. J'assume que j'ai soutenu la loi Tiani. J'assume aussi que la loi Tiani n'est pas une invention congolaise, c'est une réalité en Zambie. Il y a une loi portant amendement de la constitution zambienne, promulguée en 1996, l'article 34 de cette loi. J'avais suivi Charlequin ici qui n'avait peut-être pas de précisions, j'avais beaucoup lu à l'époque, je crois même vous avoir écrit. L'article 34 de cette loi conditionne la participation à la compétition électorale en Zambie par les candidats qui sont des pères et des mères zambiens. Mais j'ai vu M. Katumbi tweeter pour féliciter le nouveau président zambien qui a pris part à une élection parce que remplissant ces conditions-là. Et donc, aux États-Unis, par exemple, pour être président de la République, il faut être né sur les sols américains. En Égypte, en Algérie, ce n'est pas une invention congolaise, ça, c'est la loi Tiani. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la loi Tiani était une loi protectrice
de notre souveraineté. Non, M. Tshisekedi vous a déçu. Alors, non, il ne m'a pas déçu. Regardez, Tshisekedi, c'est un démocrate. Tshisekedi nous a amené l'état des droits. Tshisekedi nous a amené la démocratie. L'état des droits veut dire la séparation de pouvoir. Il n'a pas interdit à Noël Tiani de penser sur comment sera géré son pays demain. Ça, c'est un problème. Mais vous savez, vous et moi, que dans la procédure ou dans le processus de promulgation d'une loi, le président Tshisekedi, en tant que chef d'État, joue le dernier rôle, c'est la promulgation. La loi commence par être une proposition, elle est soumise au bureau d'études de l'Assemblée nationale, qui l'approfondit, lorsqu'il trouve qu'il y a des choses, des couacs dans la loi, il peut même faire venir son auteur pour l'enrichir. Après, la proposition est transmise au bureau pour être programmé. Le président Tshisekedi joue les derniers rôles, vous le savez. Et donc, il dit, je l'ai suivi, dire que pour lui, la loi n'est pas opportune, bien de son point de vue. Moi, j'ai trouvé là un président qui respecte la démocratie, qui respecte les droits des uns et des autres, qui voudrait que chaque institution joue son rôle. Ne pensez pas un seul instant que parce que le chef de l'État a dit que pour lui, cette loi n'était pas opportune, que ça va empêcher à l'Assemblée nationale de faire son travail si jamais elle trouvait l'importance d'aligner, de programmer la loi. Parce que, contrairement à ce que j'ai suivi dans le média ici, le président Bosso n'a jamais dit que la loi n'était pas opportune. Moi, j'ai même eu le président du bureau d'études de loi à l'Assemblée nationale qui m'a dit que la loi est encore à leur niveau. Elle n'a pas encore été transmise au bureau pour être programmée. Et donc, eux, ils sont en train d'étudier la loi. Il m'avait même dit la semaine passée qu'ils devraient convoquer M. Nsingui parce qu'il y avait certaines dispositions qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et donc, le président a libéralisé les choses. La démocratie est effective dans notre pays. Acceptons la démocratie. Le président, avant d'être président, c'est un Congolais qui peut avoir un point de vue à émettre, mais le point de vue du président, c'est pas le point de vue du Parlement, c'est pas le point de vue du Sénat. Et donc, moi, je comprends ça comme ça. Le chef de l'État a donné son point de vue qui n'aura pas de l'influence parce que chaque institution est indépendante et l'indépendance de chaque pouvoir voudrait que chaque institution joue son rôle. Si l'Assemblée nationale à laquelle le peuple a donné mandat de légiférer trouvait l'importance de légiférer cet instrument, je pense que le président va s'incliner. Et quand Noël Tiani a tweeté ce matin, vous avez vu, le tweet, il était un peu salé. Vous vous dites quoi quand Noël Tiani nous dit que notre problème, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des présidents qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont pas été à l'université. Certains ont même découvert, les signataires, ou plutôt leur premier rôle, leur premier travail sur la terre des hommes, c'est être président de la République. Bon, moi, effectivement, j'ai lu ces tweets, mais je ne l'ai pas authentifié parce que quand je suis allé sur les comptes Twitter de M. Tiani, effectivement, je n'ai pas trouvé ces tweets-là. Mais moi, j'ai peut-être un point de vue contraire par rapport à ça. Ce pays a été tué par les professeurs. Ce sont eux qui ont tué ce pays. Ce sont eux qui ont tué ce pays. Et donc, tous les dirigeants qui sont passés à la tête de nos différentes institutions ici, soit ils ont été professeurs ou ils ont été entourés par les professeurs. Vous avez vu les professeurs laisser la craie aller danser ici, Tokonguluma et tout ça. Et donc, ce pays a été tué par les professeurs. Moi, je suis d'accord comme ça. Ce pays a été tué par les gens qui étaient censés le faire développer, qui étaient censés l'amener au changement. Et donc, sur ce point-là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le fonctionnement est normal, où chaque institution peut, jouissant de ses droits le plus légitimes, dire non à disposition, à une initiative. Mais dans le fond, est-ce qu'il a menti quand il dit que ceux qui nous ont dirigés depuis 1960 n'ont pas de diplôme d'université? Oh, je pense qu'il a menti parce que tous ces gens qui nous ont dirigés ont déposé un dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont répondu à un critérium. Et je pense qu'il est... si il a tweeté, parce que j'ai cherché les tweets sur son compte, je ne l'ai pas retrouvé. On dit qu'il l'a supprimé parce que bon... Je ne sais pas. Bon, moi, je dis que je n'ai pas authentifié ce message-là. Et donc, si il a dit, je trouve qu'il n'a pas raison.
Je trouve qu'il n'a pas raison. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Notre invité de ce soir ou de ce matin, ça dépend de quand vous êtes en train de nous regarder. C'est donc Monsieur Sélé Kanangela qui est journaliste. Avec lui, nous passons en revue l'actualité politique en République démocratique du Congo. Monsieur Sélé, l'actualité dans le pays, c'est quand même Monsieur Martin Fayulu Madidi qui a convoqué une autre marche le 29. Entre-temps, on le sait, sa marche du 15 a été dispersée par les éléments de la police. Comment vous expliquez que l'UDPS, qui a construit toute sa carrière sur les marches et les manifestations publiques, l'UDPS qui a fait rêver les gens sur l'état des droits, empêche aujourd'hui aux Congolais de pouvoir marcher? D'abord, l'UDPS n'est pas président de la République, même si le président de la République vient de l'UDPS. Et donc, c'est pas l'UDPS. L'UDPS n'est pas gouverneur de la ville. L'UDPS n'est pas ministre de l'Intérieur. L'UDPS est un parti politique qui reste un fait privé, même si de l'UDPS, certains animateurs de nos institutions sont sortis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ici, nous sommes dans un régime d'information. J'avais expliqué sur un autre média cette semaine, j'avais posé la question aux autres amis qui étaient avec moi autour de la table de savoir pourquoi on informe. On informe parce que l'organisateur de la marche n'est pas à mesure ni de se sécuriser, ni de sécuriser ceux qui peuvent répondre à son mot d'ordre. Alors, on donne l'information à la personne qui a le pouvoir de manière à ce qu'elle puisse prendre les dispositions afin de vous sécuriser. C'est pourquoi nous sommes dans un régime d'information. Et si cette personne trouve pour une raison ou pour une autre qu'elle ne sera pas à mesure de vous sécuriser ce jour-là, elle peut vous demander si vous pouvez renvoyer votre manifestation à une autre date, surtout que la raison qui a été avancée par M. Ngobila, à mon sens, tenait la route. Il y avait une rentrée parlementaire à laquelle presque toutes les autorités du pays étaient conviées. Et donc, tous les efforts, toutes les dispositions avaient été prises pour sécuriser cet événement très important. D'autant plus qu'il s'agit là non seulement de la session budgétaire, mais c'est la session au cours de laquelle les nouveaux animateurs de la CENI doivent être entérinés. Donc, toutes les autorités y étaient conviées. Il revenait au gouverneur de voir si, à sa disposition, il y avait tous les éléments nécessaires pouvant à la fois sécuriser l'événement du Palais du Peuple et celui de la Mouka El Bandundu. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit à M. Fayulu de repousser sa manifestation. Il s'entête. Déjà, un très mauvais exemple pour celui qui prétend diriger le pays, qui sait que même dans la Bible, on nous demande d'être soumis. Mais ça, l'UDPS n'avait jamais eu la chance de l'avoir. Du genre, vous demandez, vous informez, on vous dit non, pour telle ou telle autre raison, marcher un autre jour. Non, l'UDPS, c'était un non catégorique. C'était un non catégorique. Donc, ce sont déjà deux choses différentes. Deuxième élément, c'est qu'à tout moment que l'UDPS, avec les autres partis qui ont toujours cru ou qui avaient toujours cru en elle, ont manifesté alors qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation, au soir de cette manifestation-là, il y a beaucoup de bilans qui sont tracés. Vous avez un bilan de la MONUSCO après son monitoring. Vous avez un bilan du gouvernement, vous avez un bilan de nous, la presse, vous avez le bilan vous dressé par l'opposition elle-même. Mais le seul dénominateur commun de tous ces 4 ou 5 bilans, c'était qu'il y avait eu mort d'homme. C'est-à-dire tout le monde se mettait d'accord qu'on a tué. Et que maintenant, les bilans là, c'était autour des chiffres. Non, c'est 6 morts, c'est 30 morts, c'est 40 morts. Alors qu'au soir de la manifestation de Martin Fayulu, c'est 0 mort. Au soir de la manifestation du 19 décembre 2016, c'est un Fayulu sans forme qui s'est retrouvé à l'hôpital, dont certaines parties du corps n'arrivaient pas à bouger, c'est qu'il n'avait pas peut-être donné l'amabilité d'insulter les gens. Mais au soir de cette manifestation, c'est un Fayulu en super forme, capable d'insulter les gens. Mais pas Patient Ligodi, hein? Non, comment? Pas Patient Ligodi, notre confrère. Non, je vais parler des patients, ne vous inquiétez pas. Et vous savez pourquoi l'autre fois il n'a pas insulté? Parce qu'il s'est retrouvé avec un œil gonflé, sa bouche gonflée, sa langue ne savait pas tourner dans la bouche pour proférer les injures sur les policiers. Cette fois-ci, il quand même, une manifestation qui n'a pas reçu la bénédiction de l'hôtel de ville, mais à l'issue de laquelle vous êtes un Fayulu en forme, alors qu'autrefois vous étiez sans forme, en train d'insulter les gens. Mais regardez maintenant, il se passe quand même quelque chose.
les gens qui pensent qu'il n'y a pas eu changement dans ce pays, ils n'ont qu'à voir Fayoulou après le 19 décembre 2016 et Fayoulou après le 15 décembre 2021. Ce sont deux Fayoulou différents. De l'autre côté, c'est un Fayoulou sur les lits de l'hôpital, sans forme. Aujourd'hui, c'est un Fayoulou en super forme, en train d'insulter les gens. Quelque chose s'est passé dans ce pays. Regardez. Lors d'autres événements, c'était au soir-là, les gens sont arrêtés, maltraités, le gouvernement défend ceux qui ont brutalisé les gens. Cette fois-ci, c'est le gouvernement lui-même qui monte le créneau pour vous dire, écoutez, les traitements réservés à patients n'est pas digne, n'est pas logique. Ça, c'est le gouvernement qui les fait jusqu'à arrêter l'élément qui s'est illustré par ce comportement-là. Ça, c'est des choses qui n'ont jamais... Vous savez, j'avais l'impression que je rêvais lorsque j'étais en train d'assister à cela. Au soir des autres manifestations, c'est des gens dans des hôpitaux. Au soir de la manifestation de M. Fayoulou, c'est chacun chez lui. Et donc, les gens qui pensent qu'il n'y a pas eu changement dans ce pays, ils ont là les faits, les événements qui montrent réellement que l'avènement de Tshisekedi à la tête de ce pays, je suis d'accord qu'on doit redoubler d'ardeur, qu'on doit encore fournir les efforts, mais je suis aussi d'accord que nous sommes dans la bonne direction. Je suis vraiment d'accord que nous sommes dans la bonne direction. Le 29, vous allez encore interdire la marche de Martin Alors, Fayulu. maintenant, on marche pourquoi? Regardez comment Fayoulou a d'abord raté sa communication lors de cet événement du 15 décembre, monsieur Louara. Il y a un patient... Du 15 septembre. Du 15 septembre. Il y a un patient qui a été victime de ce comportement barbare. Un leader ne condamne même pas, il ne fait même pas allusion à un patient qui était allé dans le cadre de son travail pour l'accompagner en quelque sorte. Mais c'est un monsieur qui sort de là, il insulte tout le monde, il verse dans la vie privée de gens. En fait, Fayoulou, je vous ai toujours... Fayoulou, ce n'est pas un opposant d'après moi. Fayoulou, moi, je l'ai toujours pris pour un opposaillant. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Ce n'est pas un opposant comme tel. C'est un opposaillant, au fait, Fayoulou. C'est quelqu'un sans idéal. Vous êtes journaliste, c'est quoi le projet de société de Fayoulou? C'est quoi son projet de société? Fayoulou, c'est juste un ami jaloux qui n'a pas digéré le fait que son ami soit élevé. Au point qu'ils ont partagé un coca hier, ils ont partagé un même banc à Philadelphie, qu'on lui demande aujourd'hui de s'élever lorsque son ami entre, parce qu'il est devenu l'autorité suprême du pays. Ce n'est pas un opposant. C'est pas un opposant, c'est juste un vieux jaloux, c'est comme ça que je l'appelle. Et donc, sur des plateaux sérieux, je ne vois même pas pourquoi on doit évoquer les cas Fayoulou. Monsieur Louara, il y aura élection en France dans quelques mois. Chaque candidat vend le rêve. C'est quoi la France qui le rêve? C'est ça qu'il dit aux gens. Regardez ce que moi je rêve. Vous avez suivi Marine Le Pen ici, qui fait partie des opposants farouches à Macron, condamner le fait qu'un Français avait levé la main sur Macron. Parce que pour Marine Le Pen, ce n'est pas la tête de Macron, ce n'est pas l'individu Macron. C'est peut-être la façon de faire des Macron. Alors qu'ici, c'est des gens qui vont aller, non, copine, qu'est-ce que la nation a à voir avec ça? Donc ici, vous avez des gens qui auraient voulu être à la place de Tshisekedi. En principe, c'est ça. Parce qu'ils furent leurs amis, parce qu'ils se sont partagés un coca par le passé. C'est des jaloux qui n'ont pas seulement digéré le fait que leur ami soit élevé en dignité au point qu'il soit obligé d'adopter un certain comportement lorsqu'il passe ou lorsqu'il est à un lieu. C'est ça. Et donc, il a fait la marche. C'est quoi le message que vous... Non, mais quand il refuse le glissement et la dépolitisation de la CENI, est-ce que tu n'as pas l'impression que les décors commencent quand même à être plantés pour que nous ayons un glissement? Je ne suis pas Dieu. Je sais que la République est gérée sur base des lois. Et nos lois voudraient qu'il y ait élection tous les 5 ans. Le président de la République n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection. D'ailleurs, il a plus d'une fois demandé à chaque... Parce que vous savez, l'organisation des élections, nous sommes un régime semi-présidentiel, M. Louara. Dans un régime semi-présidentiel, le chef de l'État n'a pas tout le pouvoir. Non. Il n'a pas tout le pouvoir. Je vous parlais ici de la loi. Lui, il ne joue que le dernier rôle. Il joue que le dernier rôle. Et la Constitution, c'est ça nos lois. Il joue que le dernier rôle. C'est pour ça qu'il a demandé à chacune de nos institutions de jouer son rôle de manière à ce que lui arrive à jouer aussi son rôle à son niveau pour connaître ces élections. Mais je peux vous rassurer que s'il y a quelqu'un qui tient à l'organisation de ces élections dans le délai, c'est le président de la République. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes qu'en 2021. Vous ne pouvez pas être Dieu pour nous dire non, monsieur, il y aura glissement. Non. Le problème, il est ailleurs. Deuxièmement, la CENI ne peut pas être une institution apolitique. C'est pratiquement
impossible. Parce que d'abord, la CENI est l'émanation de l'institution politique qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est censée entériner les gens qui doivent animer la CENI. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, mais si on veut d'une CENI dépolitisée, c'est qu'on doit changer nos lois alors. On doit changer nos lois. Donc ça signifie que c'est des gens, excusez-moi, qui ballottent dans tous les sens, qui ne comprennent même pas ce qu'ils veulent en réalité. Moi, j'ai toujours dit que s'il y a une institution à dépolitiser, c'est l'institution confession religieuse. Le religieux en qui on avait placé toute notre confiance parce qu'on pensait que c'est des gens sérieux, c'est des gens neutres, c'est des chrétiens, c'est des gens qui respectent la parole de Dieu, c'est des gens qui passent tout le temps à donner des leçons aux politiques en termes de respect de nos lois. Nous, on s'était dit, ah bon, si c'est le religieux, les choses vont marcher. Mais vous avez vu que la réalité, elle est autre. Aujourd'hui, vous avez des religieux politiques que les politiciens eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, la machine a bloqué à leur niveau. Mais parce que le président Tshisekedi, au nom de l'indépendance de chaque institution, ne peut pas aller s'ingérer là-bas. On leur laisse tout leur temps qu'ils nous présentent le président de la commission électorale nationale indépendante. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas les gouvernements qui bloquent les choses parce que les différentes institutions attendent que comment on appelle, les confessions religieuses terminent leur travail. Mais comme ils sont allés là-bas, j'ai toujours dit que c'était, j'avais étudié un texte là aux humanités, je crois en première ou en deuxième, un trompeur trompé. Vous comprenez? Les deux sont voleurs. L'un amène un sac rempli de sel qu'il fait passer pour un sac c'est pas des habits qu'il vend. L'autre aussi amène un sac rempli de sable qu'il fait passer pour le cas. Finalement, ils se rencontrent, chacun a trompé chacun. Celui-ci pense prendre un sac des habits, alors que c'était autre chose. Celui-ci pense prendre un sac du sel, alors que c'était autre chose. C'est ça le cas. Au fait, aux confessions religieuses, chacun est allé avec son candidat en poche, pensant tromper l'autre. C'est ça le problème. Monsieur Ambongo et son église et son Senko ont amené un certain Cyril. Dans leur tête, ils pensaient tromper le camp d'en face. Alors que les autres confessions religieuses aussi, ils avaient amené dans leur sac un autre candidat. Mais finalement, ils se retrouvent là, vous n'êtes qu'à 2, ils sont à 6. Mais que disent exactement comme à l'époque de Kabila, on reprochait. Non, regardez. Même procédure, même mécanisme. Non, c'est pas le même contexte. Le contexte a changé, c'est PL. Je vous explique. Le premier péché de Malonda, c'est qu'il n'avait pas été soutenu par une confession. La démarche commence par là. C'est-à-dire, si vous voulez être candidat, vous avez une confession qui vous supporte, qui vous porte, en fait. Pour le cas Malonda, ça n'a jamais été le cas. Malonda dit qu'il était porté par les Kimangis. Ils ne l'ont jamais accepté. Pour preuve, il y a même une plainte. Vous êtes journaliste, informé souvent. Je crois que vous avez cette information. Et qu'un pasteur de l'église Kimangis qui avait voulu endosser la candidature de Malonda frauduleusement sans la bénédiction du chef spirituel a même été viré de l'église. Vous êtes au courant. Et donc, Malonda, c'était le problème. Le deuxième problème de Malonda, c'est que les autres confessions religieuses n'avaient pas digéré le fait que le cardinal Ambongo invente un critère pour dire si vous êtes de l'espace Kasaï, vous ne pouvez pas compétir. Ils avaient trouvé ça drôle, ils avaient trouvé ça bizarre. Vous comprenez? Ce sont les deux choses qu'on avait reprochées à Malonda. Et moi, j'ai fait partie des gens qui avaient soutenu Malonda, je l'assume. Mais quand j'ai vu cette plainte déposée, quand j'ai vu, j'ai dit, bah, mais je crois que les autres avaient raison. Pour les cas échéants, M. Kadimon, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, l'église Kimangis soutient sa candidature. C'est elle qui porte sa candidature. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les 6 confessions religieuses ont dit, comme le disent nos textes, les articles 15, 16, 17, 18. Lorsqu'on n'a pas trouvé consensus, allez, passons au vote. Mais si les pasteurs ne sont pas à mesure de nous prêcher par l'exemple, Perro Louara, si les pasteurs sont politiques au lieu d'être apolitiques, alors la société est morte. On va terminer cette émission autant vers la 50e minute. Monsieur Sélé Kanangila, qu'est-ce que l'on retient? Vous voulez la tête de Kassamba, il doit partir et M. Tshisekedi nous pensons que M. Kassamba, au lieu de se comporter comme un père, qui peut supporter même les enfants les plus agités de la famille, lui, il a opté pour un camp, son camp politique qui est connu de tous, et aujourd'hui, il est en train de se servir de ce costume pour fermer
les bouches d'autres journalistes, d'autres compatriotes qui ne voient peut-être pas les choses comme lui. Et je pense que pour avoir affiché ce comportement-là, sa place n'est pas à la tête de l'UNPC. Ça, c'est le premier élément. Ok. Le deuxième élément ici, j'aimerais dire aux Congolais que nous avons eu la chance d'avoir un président qui aime ce pays. Je ne dis pas qu'il a tout fait jusqu'ici. Le chemin, je suis conscient qu'il reste long, mais les signaux lancés sont rassurants. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où même l'enfant qui n'a pas papa, qui n'a pas maman peut aller à l'école. Or, vous et moi, vous savez que la base, Pero Louara, c'est l'école primaire. Le travail que vous faites, ce n'est pas parce que vous allez à l'université. C'est parce que vous avez fait une école primaire où une dame ou un monsieur a tenu votre main pour vous montrer comment on écrit, comment on prononce. Et si cette école-là, elle est gratuite aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un chef dans ce pays qui n'a pas inventé là-haut parce que c'est une exigence constitutionnelle, mais qui a dit osons, risquons, allons-y. Et aujourd'hui, nous avons achevé une année sous les couleurs de la gratuité. Dans ce pays, avoir un passeport était un luxe. Moi, j'étais président des étudiants à l'IFASIC, vous le savez, je devrais aller représenter l'IFASIC à un forum mondial en Russie en 2017, je crois. Pour avoir mon passeport, j'ai dépensé 390 $ à l'époque. Donc, le passeport était un document luxueux. Donc, quand tu as un passeport, tu es quelqu'un qui a de moyens. Alors que c'est juste un papier d'identité. C'est avec Tshisekedi qu'on nous a montré qu'avoir un passeport est une histoire normale, c'est un fait normal. Parce que des 390 $, aujourd'hui, à moins de 100 $, tu peux avoir ton passeport. Monter dans un avion, moi j'ai quitté mon Bujumaï natal pour venir étudier ici en 2013. Monter dans un avion est un luxe. Est un luxe, M. Louara. Alors quand vous êtes au Japon ou dans d'autres pays, vous pouvez quitter Kinshasa, aller travailler à Lubumbashi, rentrer le soir par avion. L'avion, c'est rien. Alors, mais ici, on nous a présenté que monter dans l'avion, c'est un luxe, c'est quelque chose qui ne peut être réservé qu'aux gens qui ont le moyen. Aujourd'hui, à 120 $, un Congolais, un Quinois peut monter dans l'avion parce qu'il y a un président qui a dit « osons, allons-y ». Manger un poulet, c'est un luxe. Aujourd'hui, vous avez un président, un gouvernement qui se battent pour que manger un poulet, manger un chinchard, que ça ne soit pas quelque chose de réservé. Et communauté, non, mais non, les démarches sont trop avancées. Les démarches sont trop avancées et la volonté là. Donc, au regard. Maintenant aussi, il faut voir dans nous sortons de quelle situation. J'ai suivi certains amis, je vais finir par là, dire que non, les réserves d'échange, ce n'est pas le fruit du travail excusez-moi, des autorités de Kinshasa, c'est une aide. Non. Pero Louara, vous et moi suivons les informations. Ces institutions avaient résilié le contrat avec le Congo parce qu'ils reprochaient au Congo la gabegie financière, les détournements des deniers publics, la gestion opaque des finances publiques. Et ils ont posé des conditions. Si vous voulez qu'on revienne, la bonne gouvernance. Ça signifie que si ces institutions-là sont revenues, c'est qu'effectivement, il y a bonne gouvernance. Parce que c'est des institutions bien informées. Qui dit bonne gouvernance, dit transparence dans l'octroi de marché, respect de procédures, transparence dans l'utilisation des finances publiques. Et je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui que pour la première fois depuis que le Congo est Congo, qu'on parle de réserves de plus de 3 milliards, alors que quand Joseph Kabila est parti ici, j'ai vu les gens faire du bruit ici après 18 ans pour rien. Et ça, dans moins de 3 ans. Et monsieur Sylvie. Merci. Merci d'être venu nous voir. J'ai beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on n'a plus assez de temps. On a dépassé la 55e minute. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé,
être admiré. Parole de mon père Mokonzi.